Denis Clerc, économiste, fondateur d'Alternative économique, aujourd'hui conseiller de la rédaction, un homme de conviction qui n'hésite pas à aller sur le terrain pour discuter, partager ou confronter ses idées. Bonjour Denis Clerc. Oui, bonjour. Tombé dans la marmite de l'économie en 1962, vous aviez alors 20 ans et vous intéressiez déjà aux sciences économiques. J'évoque cette période car j'aimerais pour commencer cette interview parler avec vous en préambule de l'enseignement de l'économie. Certains économistes disent que l'économie a eu pendant des décennies la fâcheuse habitude de se concentrer exclusivement sur l'obsession de la performance organisationnelle dans une perspective exclusive de profit. Est-ce que ça n'a pas empêché l'émergence plus rapide de nouveaux modèles économiques ? Oui, enfin, pour une part, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. C'est pas simplement la question du profit qui est en cause, c'est surtout la question de l'enseignement de l'économie, à savoir est-ce qu'il y a des façons de comprendre la société qui soient un peu différentes les unes des autres. Et par exemple, il y a des débats chez les historiens, chez les anthropologues, chez les spécialistes des microparticules, etc., etc. Et une partie des économistes ne supporte pas qu'il puisse y avoir des débats en économie sur, par exemple, la raison d'être de l'économie, sur les méthodes de l'économie, sur les objectifs de l'économie. Et de ce fait, l'économie est une des rares sciences sociales à voir une partie de la profession des enseignants économistes vouloir tout contrôler et ne pas accepter quelques modifications ou débats que ce soit. Alors, il y a aujourd'hui une émergence forte d'une économie sociale et solidaire, un secteur porté par un statut, des valeurs qu'elle défend, mais il y a aussi l'émergence d'une économie plus classique qui veut plus prendre en compte son impact économique, social, environnemental. C'est le cas des entreprises à mission, par exemple. Je rappelle que depuis la loi Pacte, les entreprises qui le souhaitent peuvent se transformer en entreprises à mission en intégrant dans leur statut un objectif d'ordre social et environnemental. Un secteur en train de s'organiser via, par exemple, une association baptisée la Communauté des entreprises à mission. Et à ce propos, la Maïf, ce qui n'est pas rien quand même, vient de s'y engager et veut devenir une entreprise à mission. Pascal Demurger a récemment déclaré « Ce n'est pas un renoncement à notre modèle mutualiste, mais une réaffirmation de celui-ci ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, je crois que la Maïf a raison sur le fond, c'est-à-dire que choisir un statut d'entreprise à mission va permettre de dire que les objectifs sociaux et environnementaux sont au moins aussi importants que les objectifs strictement financiers. C'était déjà le cas dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et la Maïf en fait partie, c'est un très, très bel exemple, donc c'est une réaffirmation. Ce qui me pose problème, c'est les entreprises qui ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire et qui choisiraient ce statut. Il y en a déjà quelques-unes qui l'ont fait. Et à ce moment-là, on peut se demander si le choix de ce statut n'est pas une solution marketing pour affirmer l'intérêt général, mais en réalité sans changer beaucoup de choses dans le fonctionnement et les objectifs réels de l'entreprise. C'est ce que j'appelle un paravent vertueux, une façon de masquer une réalité et de dire non, on n'est pas méchant, on n'est pas de mauvais capitalistes, on est au contraire soucieux de l'intérêt général. C'est très bien de le dire, mais je suis pas certain que la réalité sera à la hauteur des paroles. Voilà, donc vous comprenez, si je vous entends bien, que pour certains, ça brouille un petit peu les cartes. Et justement, à ce propos, si on enchaîne, puisque là on parlait des entreprises à mission, mais parlons de la RSE. Quel regard vous portez sur la RSE qui est, elle aussi, parfois critiquée pour la différence entre les principes affichés et les pratiques réelles des entreprises? Alors, il y a toujours comme ça des pratiques qui sont pas à la hauteur des affirmations. Et donc, la RSE peut être un paravent vertueux pour une entreprise, et on en connaît tous, je vais pas citer de nom, mais on pense très fortement à Total, par exemple. Bon, mais au-delà de ça, le fait qu'il y ait un débat sur les objectifs disons, de bien commun que devraient affirmer un certain nombre d'entreprises, c'est un vrai débat et un bon débat, parce que ça va nous permettre, du moins je l'espère, de sortir de la dynamique
dynamique purement financière dans laquelle le capitalisme s'est engouffré depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, avec la montée de la finance comme objectif majeur. Donc il y a un contre-feu qui est en train de se mettre en place, mais ce contre-feu, une fois encore, peut être un contre-feu purement fictif pour un certain nombre d'entreprises. Donc il va falloir faire très très attention aux résultats de ces affirmations et pas simplement à la lecture de ces affirmations. Alors si on va un peu plus loin, est-ce que cette bonne volonté affichée peut être l'expression d'une bonne volonté qui en fait masque le désir de ne surtout rien changer en profondeur, ne pas changer de cap? Ouais, on peut pas faire un procès d'intention avant que la réalité ait permis de constater que ce serait le cas. Les gens qui, ou les entreprises, les institutions qui proclament leur intérêt pour le bien commun et qui, dans la réalité, sont aux antipodes de ce bien commun pour des raisons strictement financières ou actionnariales, il faudra les dénoncer. Et donc, même d'une certaine manière, cette RSE, du fait qu'elle prend plus d'ampleur, au moins dans le Code civil, va permettre de dénoncer ces faux-semblants plus facilement que ce n'est le cas aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que, dans la réalité, toutes les entreprises vont se servir de ce faux-semblant, de ce que j'appelle ce paravent vertueux, et j'ose espérer qu'un certain nombre d'entre elles, pour un certain nombre d'entre elles, il y aura une modification dans la façon de gérer leurs objectifs sociaux. Si on élargit un tout petit peu le débat, Denis Clerc, quel est pour vous le plus gros danger ou les plus gros dangers que guette l'économie aujourd'hui? Est-ce que c'est la financiarisation? Est-ce que c'est la montée en puissance des inégalités? Je rappelle que vous êtes l'auteur aussi quand même de La France des travailleurs pauvres. C'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus, sur les inégalités. Est-ce que c'est la perte du bien commun? Quel est pour vous le danger le plus important et le plus imminent? J'ai du mal à répondre à cette question, mais pour ma part, je pense que la question des inégalités est de plus en plus centrale. Et c'est celle-là qui permet, ou au contraire contredit, la cohésion sociale dans une société. Si nous n'avons plus désormais d'objectifs communs, ou si nous vivons dans des univers qui sont trop séparés les uns des autres, la jet set d'un côté, les pauvres de l'autre, eh bien inévitablement la société se fracture. Et quand elle se fracture, du même coup, elle devient violente. Violente pour ceux qui supportent les inégalités, mais également violente pour ceux qui les nient et qui continuent dans leurs objectifs uniquement de gain maximal. Donc pour moi, c'est quelque chose à notre portée que de réduire les inégalités, et ce sera bénéfique pour tous, y compris pour les plus aisés. Justement à ce propos, et ce sera ma dernière question, il y a aujourd'hui partout en France, sur tous les territoires, des gens qui contestent, revendiquent, manifestent, mais aussi des citoyens, des associations, des entreprises, des collectivités qui mènent des projets économiques, sociaux, solidaires, pertinents, innovants, dans un esprit de co-construction, de plus en plus coopératif, mutualiste, et souvent loin des grands centres de décision, loin des grandes institutions politiques et économiques, loin des rapports de 1000 pages et des tableaux Excel. Est-ce que la France d'en bas, comme l'on dit à Paris, n'est pas en train de devenir la France d'en haut, quelque part? Alors, il faudrait le souhaiter, mais je pense qu'on en est encore loin, parce que ce mouvement issu du bas et qui consiste à prendre en compte les personnes qui sont les plus fragiles, c'est un mouvement qui n'est pas nouveau. C'est une constante depuis le 19e siècle dans une partie de la société, notamment les syndicalistes, les mutualistes et tous ceux qui ont donné naissance à l'économie qu'on appelle sociale et solidaire. Donc ne nous leurrons pas trop, du jour au lendemain, notre société ne va pas devenir la société bienveillante que tout le monde souhaiterait. On fait quand même quelques pas en avant, et ça me persuade dans l'idée que le capitalisme peut intégrer
dans une certaine mesure, une partie de ces désirs d'avenir commun plus souhaitable et moins inégalitaire. Justement, est-ce que le fait de vouloir réencastrer l'économie, notamment dans les territoires, est-ce que c'est pas justement là une piste à suivre? Tout à fait. Et je pense qu'en Occitanie plus particulièrement, des objectifs comme le zéro émission de carbone à l'horizon 2000, je sais plus si c'est 2030 ou 2050, c'est un objectif qui est porté par la région et qui me paraît être aller tout à fait dans ce sens-là. Ceci étant, une fois encore, tout le monde ne va pas forcément partager cet objectif-là, et donc il va y avoir des conflits, des débats, et donc nous ne passerons pas d'une société plus ou moins fracturée à une société totalement homogène en si peu de temps. Merci, Denis Clerc.